Vous tenez peut-être dans votre poche, sans le savoir, une pièce qui vaut 780 000 $. 780 000 $, pas des euros, pas des francs, 780 000 $ américains. C'est la somme hallucinante qu'un collectionneur a déboursée lors d'une vente aux enchères pour une pièce française de 50 francs frappée en 1952. Et je ne parle pas d'une relique en or massif cachée dans le coffre d'un château. Je parle d'une pièce de monnaie courante, une pièce que vos grands-parents manipulaient pour acheter du pain, une pièce qui dormait peut-être dans un tiroir de cuisine, au fond d'une vieille boîte à biscuits, une pièce que certains ont encore dans leur porte-monnaie sans en soupçonner la valeur. Si vous possédez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde. Si vous la trouvez un jour, votre vie bascule. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une légende urbaine, c'est l'histoire vraie d'un objet minuscule qui relie la France de l'après-guerre, le génie d'un sculpteur, la frappe clandestine, d'un atelier monétaire et l'erreur la plus fabuleuse de la numismatique moderne. Prenez le temps, installez-vous confortablement, parce que nous allons explorer chaque recoin de cette pièce mythique. Nous allons décortiquer son contexte historique, décrypter son dessin, comprendre pourquoi elle est devenue le Graal des collectionneurs, détailler les défauts qui la rendent unique, et je vais vous apprendre à reconnaître le trésor si jamais il passe entre vos mains. À la fin, vous saurez exactement quoi faire si un jour, en vidant un vieux bocal, vous tombez nez à nez avec un coq gaulois qui pourrait changer votre destin. Pour comprendre la pièce de 50 francs de 1952, il faut plonger dans l'atmosphère très particulière de la France d'après-guerre. Nous sommes au début des années 50. Le pays panse encore ses plaies après le conflit mondial. Les tickets de rationnement ont disparu depuis peu, la reconstruction bat son plein, les Trente Glorieuses commencent à montrer leurs premiers bourgeons. La monnaie française a été malmenée par des années d'inflation. Les pièces d'avant-guerre ont fondu comme neige au soleil, remplacées par des alliages légers. En 1950, la République décide de frapper une nouvelle série de pièces, plus modernes, plus symboliques, pour redonner une identité visuelle à la monnaie nationale. C'est à Georges Guiraud que l'on confie la lourde tâche de créer les francs de l'espoir retrouvés. Georges Guiraud n'est pas un inconnu. C'est un sculpteur, un graveur, un amoureux des formes vivantes. Il a déjà travaillé pour la Monnaie de Paris, il connaît les contraintes techniques, mais surtout, il comprend l'âme française. Pour la pièce de 50 francs, il choisit un emblème vieux de 2000 ans, le coq gaulois. Pas n'importe quel coq, un coq fier, dressé sur ses ergots, le bec ouvert comme s'il allait chanter une marseillaise de métal. Ce coq, c'est la résurrection, la pugnacité, la lumière après la nuit. En 1952, l'année qui nous intéresse, cette pièce est frappée à des millions d'exemplaires pour irriguer le commerce quotidien. Mais parmi ces millions de sœurs jumelles, quelques-unes portent en elles une anomalie qui va les transformer en légende. Une anomalie si rare que le monde des ventes aux enchères s'est enflammé quand l'une d'elles a refait surface. C'est un peu comme si la nature avait créé un tigre blanc au milieu d'une meute de tigres du Bengale. La pièce fautée de 1952, vous allez la connaître par cœur, vous allez rêver d'elle, et peut-être, en m'écoutant, vous allez fouiller frénétiquement vos vieilles cagnottes. Commençons par le commencement, le dessin. Observez une pièce de 50 francs d'Hiro. L'avers présente ce coq gaulois magnifiquement disproportionné, presque baroque, avec une queue en panache qui s'évase comme une flamme. Il est tourné vers la gauche, le bec entrouvert laisse deviner un cri silencieux. Au-dessus, l'inscription République française épouse la courbe de la pièce. En bas, la signature de l'artiste discrète, G. Diderot. Le coq repose sur une branche stylisée, mais son œil est vif, ses plumes sont traitées avec un relief qui donne envie de passer le doigt. C'est un coq de combat, pas un volatile de basse-cour. Sur le revers, la valeur faciale 50 francs s'affiche en gros caractères, encadrée par une couronne composite mêlant des feuilles de chêne et de laurier, symbole de force et de gloire. Le millésime 1952 se niche entre deux points, et autour, on trouve les différents monétaires, la corne d'abondance de la monnaie de Paris et l'aile, le différent personnel de Georges Diraud justement. L'aile, c'est sa signature cachée, son paraphe d'atelier. Chaque fois que vous voyez une aile sur une pièce française de cette époque, vous tenez une création de Guiraud. La tranche de la pièce est lisse avec une inscription en creux. Liber Tegalit Fraternit, la devise républicaine frappée en lettres profondes. Le métal est un alliage d'aluminium et de bronze, qu'on appelle le cupro-aluminium ou bronze-aluminium. C'est un matériau doré, chaud,
qui résiste bien à la corrosion et qui a une sonorité claire quand on le fait teinter sur un comptoir. Le poids officiel est de 8 grammes, le diamètre de 27 millimètres. Une belle pièce, large, qui a de la prestance dans la main. La frappe est d'excellente qualité, les détails sont fins, le coq semble prêt à bondir. Cette pièce a circulé massivement, on l'a trouvée partout dans les années 50 et 60, jusqu'au passage au nouveau franc. Même après, elle a continué d'être utilisée comme monnaie d'appoint. C'est pour cette raison qu'il n'est pas absurde d'imaginer que des exemplaires dorment encore dans des tirelires oubliés. La mémoire familiale est pleine de pièces mises de côté par des grands-parents qui ne jetaient jamais rien. C'est là que le miracle peut se produire. Une pièce normale de 1952 en bon état se négocie aujourd'hui entre quelques euros et une trentaine d'euros selon sa conservation. Mais l'erreur, la fameuse erreur, pulvérise toutes les estimations. Pour qu'une pièce comme celle-ci atteigne 780 000 dollars dans une vente aux enchères, il faut une conjonction de circonstances quasiment surnaturelles. Il faut que le destin ait joué au dé avec les machines de la Monnaie de Paris. Imaginez l'atelier de frappe en 1952, le vacarme des balanciers, l'odeur d'huile chaude, les ouvriers qui surveillent les flancs métalliques dévaler les trémies. Les flancs sont découpés dans des bandes de métal, pesées, introduits dans les presses. Chaque presse est réglée pour une dénomination précise avec des coins gravés pour le 50 francs. Mais ce jour-là, ou peut-être durant une fraction de seconde, une erreur humaine, une erreur de manipulation a fait glisser un flanc étranger dans le circuit. Un flanc destiné à une autre pièce, plus petite, plus légère, d'un métal complètement différent. Ce flanc était celui de la pièce de 20 francs de la même époque. La pièce de 20 francs Guiraud existe aussi, elle est plus modeste, en cupronickel gris, pèse 4 grammes pour un diamètre de 23 millimètres et demi. Sa tranche est striée, sans devise. Imaginez ce flanc perdu, minuscule comparé au monstre de 8 grammes, glissé par inadvertance dans le godet d'une presse réglée pour le 50 francs. La presse s'est abattue avec une force de plusieurs tonnes, a frappé le flanc étranger avec les coins du 50 francs au coq. Le résultat, une aberration magnifique. Un coq gaulois complet sur une surface trop étroite, des légendes tronquées, un métal gris au lieu du doré habituel, un poids rikiki de 4 grammes au lieu de 8, une tranche striée au lieu de la devise républicaine. Cette pièce n'aurait jamais dû exister. Elle est le fruit d'une collision entre deux mondes monétaires, un hybride, un mule, un centaure numismatique. Sur le marché des collectionneurs, ce genre d'objet déclenche des guerres d'enchères. Lorsqu'un des très rares exemplaires connus est apparu dans une vente aux enchères internationale, la salle a retenu son souffle. Les collectionneurs de monnaie erreurs sont prêts à tout pour posséder ces licornes. La pièce est partie à 780 000 dollars sous les applaudissements. Ce jour-là, un petit morceau de métal gris est devenu une fortune. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde parce que vous détenez une erreur qui a échappé au contrôle, une pièce qui aurait dû être refondue et qui s'est échappée dans la nature. Mais comment une telle pièce a-t-elle pu survivre? Comment a-t-elle échappé à la vigilance des contrôleurs de la Monnaie de Paris? La réponse tient à la fois au hasard et à l'époque. En 1952, les cadences de production sont infernales. Des millions de pièces sortent chaque mois. Le contrôle qualité existe, mais il repose sur des prélèvements statistiques. Les sacs de pièces sont pesés. Un échantillon est vérifié, le reste part directement vers les succursales de la Banque de France. Si un flanc de 20 francs en cupronickel s'est retrouvé mélangé à un lot de flancs de 50 francs en bronze aluminium, il a pu passer inaperçu dans le flux. Au poids, le sac ne montrait peut-être qu'une infime différence. Et puis, une fois la pièce fautée tombée dans un tiroir-caisse, qui aurait remarqué cette bizarrerie? Un commerçant pressé, un client distrait. La pièce est minuscule par rapport à une pièce de 50 francs normale, plus épaisse peut-être, avec cette couleur grise qui jure dans un lot de pièces dorées. Quelqu'un l'a sans doute remarquée, l'a trouvée amusante et l'a mise de côté. Et la pièce a dormi, passant de main en main, de collection en collection, jusqu'à ce qu'un expert l'identifie formellement. C'est le scénario le plus probable. Aujourd'hui, on recense un nombre infime d'exemplaires de cette erreur de plancher sur flanc de 20 francs en cupronickel. Peut-être moins de 5 dans le monde, chacun est un trésor national. Et l'idée que l'un d'eux puisse encore se cacher dans une boîte à chaussures pleine de vieux francs donne le vertige. Je vous entends déjà.
Mais à quoi ressemble-t-elle exactement, cette pièce miracle? Comment puis-je la reconnaître si elle me tombe sous la main? C'est le moment de devenir un détective. Premièrement, regardez la couleur. Une pièce de 50 francs Guiraud normale en bronze aluminium à une teinte dorée, un peu cuivrée, chaude. La pièce erreur, frappée sur flanc de 20 francs en cupronickel et gris argenté, froide avec parfois de légers reflets bleutés. C'est le choc visuel le plus immédiat. Deuxièmement, le poids. 8 grammes pour la normale, 4 grammes pour la fautée. Si vous avez une balance de précision, c'est le test ultime. Posez la pièce et si elle pèse environ 4 grammes au lieu de 8, votre cœur doit s'emballer. Troisièmement, le diamètre. La pièce normale fait 27 mm de diamètre. Une pièce frappée sur un flanc de 20 francs est bien plus petite, 23 mm et demi. Même sans instrument, la différence saute aux yeux. La pièce semble rabougrie, le coq et les inscriptions sont coupés, le listel est étroit, la pièce ne remplit pas la paume. Quatrièmement, la tranche. La pièce authentique de 50 francs Guiraud porte l'inscription en creux Liber Tegalit Fraternit. La pièce erreur a une tranche striée, sans aucune inscription, car le flanc de 20 francs y était prévu avec une tranche cannelée. Passez l'ongle sur la tranche. Vous sentirez de fines stries. C'est une signature infaillible. Cinquièmement, l'aspect du métal sous la loupe. Le cupronickel a un grain plus fin, plus lisse que le bronze aluminium. La pièce paraît presque brillante, comme si elle était en argent. Enfin, le son. Faites teinter la pièce sur une surface dure. La pièce dorée sonne claire mais un peu mate. La pièce en cupronickel produit un son cristallin, plus aigu. Tous ces indices combinés ne laissent aucun doute. Si votre pièce coche toutes ces cases, ne la nettoyez surtout pas, ne la frottez pas, ne la mettez pas dans votre poche avec des clés. Placez-la dans une capsule protectrice et contactez immédiatement un expert numismate reconnu ou une grande maison de vente aux enchères. La nouvelle se répandra comme une traînée de poudre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La pièce de 50 francs 1952 recèle d'autres trésors, moins spectaculaires que le mule à 780 000 $, mais tout aussi fascinants pour qui sait les débusquer. La monnaie de Paris, cette vénérable institution qui frappe les monnaies depuis le Moyen Âge, est un monde de secrets et de traditions. En marge de la production officielle, elle réalise des essais, des frappes spéciales, des pieds forts. Les essais sont des pièces expérimentales, souvent frappées en très petites quantités pour tester un nouveau coin, un nouvel alliage, ou pour être offertes aux dignitaires. En 1952, il existe un essai de la 50 francs au coq. Cet essai est strictement identique à la pièce courante, à une différence près. Le mot essai est inscrit en petits caractères sur le revers. Ces essais sont en principe réservés aux archives ou aux collections institutionnelles, mais certains exemplaires se sont échappés dans le circuit privé. Une vente aux enchères peut les propulser à plusieurs milliers d'euros. Il existe aussi des pieds forts, des pièces frappées sur un flanc 2 fois plus épais que la normale, avec une tranche généralement lisse et une masse impressionnante. Les pieds forts de 1952 sont rarissimes, et quand ils passent sous le marteau d'un commissaire-priseur, les enchères s'envolent. Un pied-fort en aluminium ou en argent de la 50 francs Guiraud est un morceau de musée. Certains collectionneurs traquent également les variétés de coins, ces micro-différences qui apparaissent quand un coin de frappe su est remplacé par un autre avec des détails légèrement modifiés, un œil plus ouvert, une plume supplémentaire, un point secret. Ce sont des nuances imperceptibles pour le commun des mortels, mais les numismates les adorent. Un simple décalage dans la position de l'aile de Guiraud par rapport à la corne d'abondance peut multiplier la valeur. Il y a aussi les fautes de frappe classique, double frappe, où la pièce a reçu 2 fois l'impression, ce qui dédouble les contours. Flanc décentré, où le coq est mangé par le bord, flanc fêlé, avec une fissure interne apparue lors de la frappe. Toutes ces anomalies ont leurs adeptes, et une pièce fautée a toujours plus de valeur qu'une pièce parfaite, parce qu'elle raconte une histoire, un accident, une défaillance de la machine. Et puis il y a la plus troublante des possibilités. Certaines de ces pièces sont peut-être encore en circulation. Je ne parle pas de circulation monétaire active, puisque les francs ont disparu au profit de l'euro depuis 2002, mais la circulation souterraine des brocantes, des vide-greniers, des héritages familiaux. Chaque année, des gens vident le grenier de leurs parents, tombent sur un bocal de pièces jaunies et sans y regarder de plus près, les amènent à la banque pour les convertir ou les vendent au poids du métal chez un ferrailleur. Parmi ces pièces, il y a sans doute des trésors insoupçonnés. La Banque de France a massivement récupéré et détruit les francs,
Mais tout n'a pas disparu. Des centaines de milliers de pièces de 50 francs Guiraud sont encore sous les toits, dans les caves, au fond des jardins, dans des boîtes étanches enterrées par des anciens qui se méfiaient des banques. Si vous avez hérité d'une collection de monnaie, prenez le temps de l'examiner à la loupe. Même si la pièce n'est pas le Graal absolu, vous pourriez dénicher une variante qui vaut quelques centaines d'euros, de quoi vous offrir un beau voyage ou un objet qui vous tient à cœur. Le frisson de la découverte n'a pas de prix. L'engouement autour de la 50 francs 1952 ne se dément jamais sur le marché des ventes aux enchères. Chaque fois qu'une pièce exceptionnelle est mise en vente, les collectionneurs du monde entier se connectent, décrochent leur téléphone, lèvent leurs palettes. Les catalogues de vente numismatiques sont de véritables livres d'art. Les photos sont d'une précision chirurgicale, chaque défaut est décrit avec une rigueur scientifique. Les experts rédigent des certificats d'authenticité, retracent le pedigree de la pièce, sa provenance. Une pièce comme la fautée sur flanc de 20 francs est systématiquement accompagnée d'un historique. Découverte dans les années 1970 par un collectionneur toulousain, vendu une première fois en 1985 à Drouot, puis réapparu en 2005 dans une collection californienne. Ce pedigree ajoute de la valeur, car il prouve que la pièce n'est pas un faux moderne. Les faussaires, hélas, sévissent. Certains tentent de fabriquer de fausses erreurs en limant des pièces authentiques, en les trempant dans des bains chimiques pour changer leur couleur, en imitant des tranches striées. Mais un expert aguerri ne tombe pas dans le panneau. L'analyse métallographique, la spectrométrie, révèle la supercherie en un instant. Si vous avez un doute sur une pièce, ne tentez pas de la vendre vous-même sur Internet sans certification. Vous risqueriez de vous faire escroquer ou de proposer sans le savoir une pièce trafiquée. Passez par un professionnel reconnu. Parlons maintenant de Georges Guiraud lui-même, l'homme derrière le coq. Né à la fin du XIIe siècle, Guiraud a traversé les deux guerres mondiales. Il a vu la France s'effondrer et se relever. Son œuvre monétaire est imprégnée d'un patriotisme discret mais puissant. Le coq n'est pas un simple symbole marketing, c'est l'animal qui annonce l'aube après la nuit, qui réveille le pays. Guiraud a d'ailleurs signé plusieurs pièces emblématiques de la 4e République, le franc, le 2 francs, le 5 francs, le 10 francs, le 20 francs et le 50 francs. Chaque pièce est une déclaration d'amour à la faune et à la flore française. Sur certaines, on trouve une tête de Marianne, mais le coq reste son œuvre la plus populaire. Le coq gaulois a une longue histoire. Les Romains, déjà, appelaient les Gaulois Gallus, qui signifie à la fois gaulois et coq en latin. Ce calembour a traversé les siècles. Pendant la Révolution, le coq est devenu l'emblème des citoyens, symbole de vigilance et de courage. Il orne les clochers, les monuments aux morts, les uniformes des équipes sportives. Avoir un coq sur une pièce de monnaie, c'est porter un morceau d'identité nationale dans son porte-monnaie. Et quand ce coq est signé Guiraud, il devient une sculpture miniature. Observez le traitement des plumes du cou. Elles sont légèrement hérissées, comme si le coq était en alerte. Les pattes sont dotées d'ergots puissants. Le bec est légèrement entrouvert, une langue fine se devine si la pièce est bien conservée. Cette précision dans un diamètre de 27 mm force le respect. La pièce de 50 francs a été démonétisée en 2005, bien après l'arrivée de l'euro. Elle ne peut plus servir à payer son pain, mais elle continue de vivre dans le cœur des collectionneurs. La Monnaie de Paris a même édité des reproductions en argent pour les amateurs, mais elles n'ont pas l'aura de l'original. L'original, c'est une pièce qui a connu les marchés, les mains calleuses des paysans, les comptoirs en formica des bistrots. Chaque rayure, chaque patine raconte une histoire. Une pièce en est à fleur de coin, sans la moindre rayure, est une capsule temporelle. Elle n'a jamais circulé, elle est restée enfermée dans un écrin ou dans un rouleau bancaire. Ces pièces-là, en parfait état, atteignent déjà des cotes respectables aux enchères, surtout si le millésime 1952 est rare en qualité supérieure. Mais la véritable star, celle qui fait rêver tous les chineurs, reste l'erreur de plancher. Je veux insister sur l'importance du geste, du toucher. Quand vous tenez une pièce de monnaie ancienne, vous touchez l'histoire. Cette pièce de 50 francs, en 1952, valait l'équivalent d'un repas modeste ou d'un paquet de cigarettes ou d'une place de cinéma. Aujourd'hui, elle peut valoir une maison. Pensez à ce chemin incroyable. La pièce est née dans le vacarme d'un atelier parisien. Elle a été expédiée dans un sac de jute, a atterri dans une banque de province, a été remise à un client, a circulé, de poche en poche. Peut-être a-t-elle servi à acheter des bonbons à un enfant qui l'a trouvée jolie et l'a glissée dans sa tirelire.
Cet enfant a grandi, la pièce a fini dans une boîte, et 50 ans plus tard, un petit-fils l'a redécouverte. Cette pièce a traversé le temps sans encombre. C'est un miracle de conservation. Les pièces en bronze-aluminium résistent bien à l'oxydation, mais le cupronickel de la version fautée est encore plus résistant. Voilà pourquoi les exemplaires connus de l'erreur sont souvent dans un état de conservation remarquable. Le gris du cupronickel ne se patine pas de façon désagréable. Il prend une légère teinte fumée, très élégante. Sous une lumière rasante, les reliefs du coq gris apparaissent avec une netteté saisissante. C'est un objet d'une beauté étrange, presque lunaire. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, non seulement à cause de l'argent, mais à cause du privilège de posséder une pièce unique. Il y a des collectionneurs milliardaires qui passent leur vie à chercher cette pièce sans jamais la trouver. Posséder une telle rareté, c'est entrer dans le cercle très fermé des grands numismates. Vous recevrez des offres, vous serez sollicité par les musées, les maisons de vente, les revues spécialisées. Votre nom sera associé à cette pièce pour toujours. Dans les catalogues de vente aux enchères, on lira exemplaire de la collection à tel. C'est une forme d'immortalité. Alors, je vous le dis avec la plus grande sincérité, ne négligez aucune vieille pièce de 50 francs 1952. Toutes méritent un coup d'œil. Même si vous ne trouvez pas l'erreur à 780 000 dollars, vous pourriez découvrir un essai, un pied fort, une variété rare. Les ventes aux enchères regorgent d'histoires de gens ordinaires devenus riches grâce à leur perspicacité. Récemment encore, une pièce de monnaie apparemment banale a été identifiée comme une variante rarissime et s'est vendue pour une somme à 6 chiffres. Le savoir, c'est le pouvoir, et maintenant que vous savez tout de la 50 francs Guiraud, vous êtes armé. Pour vous aider à identifier la pièce, j'aimerais vous guider pas à pas dans un examen méthodique. Munissez-vous d'une loupe, d'une balance de précision, d'un pied à coulisse et d'une bonne lampe. Placez la pièce sous la lampe. Observez d'abord la couleur. Est-elle dorée? Alors, a priori, c'est une pièce normale en bronze-aluminium. Si elle est grise, argentée, suspecte, passez à l'étape suivante. Pesez-la 8 grammes normal, 4 grammes exceptionnel. Mesurez le diamètre, 27 mm pour la pièce classique, 23,5 pour la rareté. Examinez la tranche. Si vous lisez distinctement Liberte Egalite Fraternite, c'est une pièce standard. Si la tranche est striée, c'est l'erreur. Ensuite, regardez les détails de la frappe. Sur la pièce fautée, comme le flanc est plus petit, le coq est complémé à l'étroit, les lettres République franquaises sont souvent tronquées en bordure. La couronne de chêne et de laurier au revers peut être partiellement absente. La pièce semble inachevée, comme si l'image dépassait du cadre. C'est un indice très fort. Puis, vérifiez la présence des différents. La corne d'abondance et l'aile de Guiraud doivent être visibles, même sur l'erreur. Sur une pièce authentique, ces symboles sont nets. Sur une contrefaçon, ils sont souvent flous ou mal positionnés. Enfin, tenez la pièce entre le pouce et l'index, ressentez son épaisseur. La pièce normale est assez mince, la pièce fautée, bien que plus légère, est frappée sur un flanc de 20 francs qui est plus épais proportionnellement. Elle peut donc paraître un peu plus épaisse, avec un listel plus haut. Si tous ces critères concordent, vous tenez peut-être la fortune. Gardez votre calme, ne criez pas victoire sur les réseaux sociaux. Contactez un commissaire-priseur spécialisé ou un expert près de chez vous. Ils seront tenus à la confidentialité et vous conseilleront sur la marche à suivre. Si la pièce est authentifiée, vous pourrez choisir de la vendre aux enchères. Une vente aux enchères bien orchestrée attirera les plus grands collectionneurs internationaux. Vous pourriez voir les offres grimper jusqu'à des sommets insoupçonnés. La dernière pièce de ce type a été adjugée pour 780 000 dollars. Rien ne dit que la prochaine ne dépassera pas le million. En attendant ce jour, peut-être apprenez à aimer cette pièce pour ce qu'elle est, un chef-d'œuvre de l'art monétaire français. La France a une longue tradition de belles monnaies, de l'écu d'or de Saint-Louis au Napoléon, en passant par les semeuses de rôti. Chaque époque a laissé son empreinte. La série de Guiraud s'inscrit dans cette lignée. Elle est le reflet d'une France qui se modernise tout en restant attachée à ses symboles. Le coq de 1952 est le contemporain de la coccinelle, du baby-boom, de l'essor de l'automobile. Il est le témoin muet de cette France qui découvre les congés payés, la télévision, les premiers supermarchés. Chaque pièce est un fragment de mémoire collective. C'est pour cette raison que les collectionneurs sont si nombreux à traquer les 50 francs Guiraud. Il y a un marché très actif pour les pièces en excellent état, bien centrées,
avec leur brillant d'origine. On les appelle fleurs de coin ou superbes. Une pièce de 1952 en fleurs de coin peut se vendre entre 50 et 150 euros. Parfois plus si elle présente une patine particulièrement belle et des reliefs tranchants. À l'inverse, une pièce usée qui a circulé des années ne vaut que sa valeur de métal, c'est-à-dire quelques centimes. Mais c'est justement parmi ces pièces usées, ces pièces que l'on néglige, que se cachent les perles rares. L'erreur de plancher, par exemple, n'est pas forcément en parfait état. Elle a peut-être circulé, ce qui n'enlève rien à sa valeur. Un exemplaire en état très beau a été vendu aux enchères pour plusieurs centaines de milliers de dollars quand même. L'important, c'est l'erreur elle-même, pas la condition de surface. Alors ne faites pas la fine bouche devant un lot de pièces fatiguées. Sortez votre loupin mot sur la frénésie des ventes aux enchères. Quand une pièce rarissime est mise en vente, c'est un événement planétaire. Les réseaux sociaux s'emballent, les forums de numismatique crépitent, les médias traditionnels relaient l'information. Le jour de la vente, la tension est palpable, les enchères démarrant souvent au-dessus des estimations basses, car les acheteurs veulent montrer leur détermination. Certains enchérisseurs sont présents dans la salle, d'autres au téléphone, d'autres via Internet. Le marteau du commissaire-priseur rythme les surenchères. 100 000 $, qui dit mieux 120 000 au téléphone, 150 000 dans la salle, 200 000, 300 000, les palettes se lèvent, les regards se croisent. À 500 000 $, il ne reste plus que deux géants. L'un d'eux finit par lâcher et la pièce tombe à 780 000 $. Les applaudissements éclatent. Ce moment, c'est l'aboutissement d'un long processus de détection, d'expertise, de certification. Et tout a commencé avec une personne ordinaire qui a examiné une pièce de 50 francs un peu différente des autres. Cette personne, c'est peut-être vous. D'où l'importance cruciale de partager ce savoir. Montrez cette vidéo à vos proches, à vos grands-parents. Dites-leur de ne rien jeter sans avoir vérifié. Combien de fortunes dorment dans les greniers? Combien de pièces uniques sont passées à la poubelle parce que personne n'était informé? Vous avez désormais entre les mains les clés pour éviter ce drame. Pour approfondir, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur le contexte numismatique plus large des années 1950. La quatrième République bat monnaie dans un paysage économique instable. L'inflation grignote le pouvoir d'achat. La Banque de France doit constamment adapter le module des pièces. Le franc d'avant-guerre pesait lourd, en argent parfois. Les nouveaux francs sont en métaux vils, légers, économique. La pièce de 50 francs en bronze aluminium est une solution pragmatique, pas trop chère à produire, résistante, difficile à contrefaire grâce à sa tranche inscrite. La tranche inscrite est une fierté de la monnaie de Paris. Depuis des siècles, les graveurs s'efforcent d'ajouter une sécurité sur la tranche pour éviter le rognage. Sur la 50 francs Giraud, la devise républicaine en creuse est un rempart contre les fraudeurs. Mais cette même tranche devient le talon d'Achille de la pièce fautée. Le flanc de 20 francs, lui, a une tranche striée, incompatible avec la devise. La pièce erreur se signale donc immédiatement par cette absence. C'est un défaut magnifique. La monnaie de Paris a sans doute enquêté à l'époque sur ce genre d'incident. Les rapports internes sont aujourd'hui consultables aux archives et ils révèlent que des flancs errants ont causé plusieurs incidents de production. Mais l'affaire de la 50 francs sur flanc de 20 francs reste l'incident le plus célèbre, presque mythique. Certains spécialistes pensent que quelques exemplaires supplémentaires pourraient exister, conservés par des familles d'ouvriers de la monnaie. Si vous avez un aïeul qui a travaillé à la Monnaie de Paris ou à l'atelier de frappe de Beaumont-le-Roger, votre probabilité de détenir cette merveille est plus élevée. Vérifiez vos origines familiales, c'est une piste sérieuse. L'appel du coq gaulois ne se limite pas aux frontières hexagonales. Les collectionneurs américains, japonais, chinois sont fascinés par la symbolique animale et la rareté des erreurs. Une pièce comme celle-ci est universelle. Elle transcende la langue, la culture, car l'erreur monétaire est un langage que tous les numismates comprennent. Sur les forums internationaux, les discussions s'enflamment dès qu'un exemplaire réapparaît. Les photos sont scrutées pixel par pixel. La communauté est capable de retracer l'historique complet d'une pièce à partir d'une simple microfissure. C'est un travail de fourmi passionnant. Certains collectionneurs y consacrent leur vie. Et puis il y a les investisseurs, ceux qui voient dans les pièces rares une valeur refuge, un actif tangible qui traverse les crises sans se dévaluer. L'or et l'argent sont volatiles, les actions peuvent s'effondrer,
mais une pièce unique comme l'erreur de 1952 ne connaît que des courbes ascendantes. Lors de la dernière vente aux enchères de cette pièce, la somme atteint a pulvérisé tous les records pour une monnaie française contemporaine. Cela a fait la une des journaux spécialisés et a déclenché une vague d'intérêt médiatique. Résultat, des milliers de Français ont vidé leurs tiroirs et certains ont découvert d'autres trésors. L'effet vertueux de la curiosité pourtant, je ne voudrais pas que vous focalisiez toute votre attention uniquement sur le monstre à 780 000 dollars. Il y a un plaisir plus modeste mais tout aussi grisant à collectionner les variantes de la 50 francs Giro. Par exemple, il existe la version 1950 avec le coq, la 1951 et la 1952. Chaque millésime a ses particularités de tirage. Le 1952 a été produit à plus de 38 millions d'exemplaires. C'est énorme. Pourtant, dans cette masse, on trouve des pièces avec une patine arc-en-ciel due à une oxydation particulière du bronze-aluminium. Ces reflets irisés sont très recherchés. On trouve des pièces avec des listels larges ou étroits selon les presses utilisées. On trouve des pièces où le coq semble plus agressif à cause d'une pression de frappe plus forte. Les détails comme les plumes de la queue sont plus ou moins nets. Un collectionneur pointu aura une série complète en plusieurs états de conservation avec des sachets individuels, des étiquettes calligraphiées. La numismatique est une science, un art, une passion dévorante. Ce qui est magique, c'est qu'on peut commencer avec presque rien. Une pièce trouvée dans la rue, un lot acheté 2 € dans une brocante. Et de fil en aiguille, on devient expert. On apprend à lire les coins, les ateliers, les années. On frémit à l'annonce d'une vente aux enchères. On se lie d'amitié avec d'autres mordus. La pièce de 50 francs 1952 est une porte d'entrée idéale parce qu'elle est encore accessible, belle et porte en elle le potentiel d'une découverte fracassante. Maintenant, imaginez que vous ayez la chance insensée de mettre la main sur la pièce fautée. Que devez-vous faire concrètement dans les minutes qui suivent? Premièrement, ne la nettoyez jamais. Le nettoyage, même avec un chiffon doux, détruit la patine et peut diminuer la valeur de façon drastique. Les experts préfèrent une pièce sale avec sa patine d'origine qu'une pièce astiquée qui brille mais qui a perdu son authenticité. Deuxièmement, prenez des photos nettes, sous différents angles, avec une lumière naturelle. Photographiez l'avers, le revers, la tranche. Troisièmement, pesez-la et mesurez-la avec précision, notez ces données. Quatrièmement, conservez-la dans un contenant sans acide, idéalement une capsule en plastique inerte. Ne la manipulez qu'avec des gants de coton ou par la tranche. Cinquièmement, prenez contact avec un expert. Vous pouvez vous adresser à la Monnaie de Paris, au département numismatique d'une grande maison de vente aux enchères comme Drouot, ou à un expert agréé près de chez vous. Ils vous diront si la pièce nécessite une certification par un organisme comme le NGC ou le PCJS. Ces certificateurs américains attribuent une note d'état de conservation et encapsulant la pièce sous blister scellée avec un numéro unique. Une pièce gradée inspire confiance et se vend beaucoup plus cher. Le coût de cette certification est dérisoire par rapport à la valeur potentielle. N'ayez pas peur d'envoyer votre pièce par courrier sécurisé. Les transporteurs spécialisés assurent les envois pour des montants élevés. Et si la pièce est authentifiée, vous pouvez décider de la vendre immédiatement ou de la conserver comme placement. Si vous choisissez la vente aux enchères, vous serez accompagné par la maison de vente pour déterminer le prix de réserve, la publicité autour du lot et la date idéale. Le jour de la vente, vous serez peut-être dans la salle, dissimulé parmi le public, le cœur battant, à regarder les palettes se lever. Et quand le marteau tombera sur 780 000 dollars, vous vivrez l'un des plus grands moments de votre vie. Mais même si vous ne trouvez jamais l'erreur ultime, sachez que chaque pièce de 50 francs Giro a de la valeur à vos yeux maintenant. Vous avez appris à la regarder, à la comprendre. Quand vous en croiserez une dans une brocante, vous ne la verrez plus comme une vieillerie, mais comme une œuvre d'art miniature, un fragment d'histoire, un possible ticket de loterie. Le frisson de la quête est un trésor en soi. Je vous encourage à vous lancer, à écumer les vides-greniers, à interroger vos grands-parents. Vous pourriez devenir le héros de votre propre histoire. Et si un jour vous trouvez cette pièce grise, plus petite, plus légère, avec sa tranche striée, souvenez-vous de cette phrase. Si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde, parce que vous aurez entre les mains la preuve qu'une erreur peut devenir un chef-d'œuvre, qu'un accident d'atelier peut traverser les décennies et qu'un simple morceau de métal peut vous offrir une liberté financière absolue.
La pièce de 50 francs 1952 au coq gaulois n'a pas fini de faire parler d'elle. Chaque année, de nouveaux collectionneurs rejoignent la traque. Les technologies modernes permettent des analyses impossibles auparavant. On découvre encore des variétés inconnues. Le monde des monnaies est vivant, vibrant, et cette pièce en est l'un des cœurs les plus brûlants. Je vais maintenant vous confier une anecdote véridique qui illustre à merveille le destin de cette pièce. Il y a quelques années, un homme en Bretagne rangeait le grenier de sa mère défunte. Parmi les vieux journaux et les boîtes à chaussures, il trouve une petite bourse en cuir contenant une trentaine de pièces anciennes. Rien de spectaculaire, des francs des années 50 pour la plupart. Il s'apprêtait à les jeter quand son fils, un adolescent curieux, en remarque une un peu bizarre. Une pièce de 50 francs, mais grise, petite, avec un coq qui semblait déborder. Il la montre à son père qui, heureusement, avait entendu parler des pièces rares. Ils font des recherches, contactent un expert, et là, stupeur, il s'agissait bien de la fameuse erreur de plancher. La pièce était authentique, la famille était modeste, cette découverte a changé leur vie. La pièce a été vendue aux enchères pour une somme considérable, non loin des 780 000 dollars. Le jeune garçon a pu financer ses études, la maison a été rénovée et la mère, qui avait gardé cette pièce toute sa vie sans savoir, est devenue une bienfaitrice posthume. Cette histoire, c'est la preuve que le miracle existe. Il faut juste ouvrir les yeux alors, je vous lance un défi. Après cette vidéo, allez chercher vos vieilles pièces. Si vous n'en avez pas, demandez à vos parents, à vos voisins âgés. Proposez-leur de les aider à trier leur monnaie. Vous passerez un moment convivial et peut-être que la chance vous sourira. Regardez chaque pièce de 50 francs 1952 avec attention. Prenez votre temps. C'est une activité zen, méditative. Vous vous connecterez au passé, vous toucherez la France d'après-guerre. Et qui sait, vous pourriez tenir entre vos doigts 780 000 dollars. Cette somme représente une vie sans souci, la possibilité de voyager, d'aider ses proches, de réaliser des rêves. Tout cela grâce à un coq de métal gris couvé par le mystère des ateliers monétaires. Je suis ému rien que d'en parler, parce que je sais que cette pièce existe vraiment, qu'elle a été tenue par des gens ordinaires, et qu'elle attend peut-être le prochain regard assez attentif pour la reconnaître. Soyez ce regard, devenez le chanceux, le découvreur, le gardien temporaire de ce trésor avant qu'il ne rejoigne les salles feutrées d'une grande vente aux enchères où les projecteurs feront scintiller ses reliefs sous les exclamations. La pièce de 50 francs Giraud, c'est un peu un Graal démocratique, accessible à tous, à condition de savoir. Vous savez maintenant. Alors bonne chance, bonne chasse, et n'oubliez jamais que si vous avez cette pièce, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde.